Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver une fois de plus ici à Salvador. Nous sommes dans l'état de Bahia, nous sommes au Brésil, nous sommes au cœur de la 6e réunion préparatoire du grand congrès panafricain, la 9e édition qui va se tenir du 29 octobre au 2 novembre prochain à Lomé au Togo. Et pour cela, il fallait que la diaspora qui constitue la 6e région continentale des clusters mis sur pied par l'Union africaine pour pouvoir mieux avoir une coordination, notamment au niveau des idées de l'Union africaine. Cette diaspora est aujourd'hui consultée et sera consultée pendant plusieurs jours dans l'optique qu'en arrivant à Lomé pour ce grand congrès panafricain, que l'on puisse avoir une vue assez nette de l'évolution qu'elle pense, notamment à travers le panafricanisme, de ce que sera l'Afrique de demain. Et pour en parler sur ce plateau de la télévision panafricaine, François Bikoro est là, grand ambassadeur de la cause panafricaine. Vous avez effectué le déplacement du Brésil pour venir une fois de plus écouter, mais surtout plaider encore une fois de plus la cause panafricaine. Merci à vous d'être là. C'est toujours un plaisir, mais vous savez que c'est surtout un énorme défi. Depuis 15 ans aujourd'hui que nous avons pris la résolution de parcourir l'Afrique pour parler aux Africains, le langage des Africains, pour les aider à s'en sortir face à l'iniquité internationale. Nous avons déjà fait sur les 54 pays, comme vous le savez, grâce à Afrique Média et à son PDG, 42 pays. Nous n'avions pas encore exploré les Amériques. Nous allions souvent aux États-Unis pour les sommets internationaux, mais là nous sommes venus explorer les Amériques. Et nous sommes ici dans un antre de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation. Parce que Salvador de Bahia est aux Amériques et aux diasporas ce que Gorée est à l'Afrique par rapport à notre relation avec l'iniquité internationale que vous appelez colonisation et tout ce que vous voulez. C'est ici que c'est fomenté. Tout ce que vous avez comme Africains aujourd'hui qui sont dans les Amériques, c'est ici que nous trouvons la plus grande coloration émergente de ce que nous voulons comme étant les Afriques. Mais c'est surtout ici le centre de propulsion de cette 6e région, la région de la diaspora africaine. Donc je suis très heureux aujourd'hui, c'est un rêve que je suis en train de réaliser parce que je me retrouve aujourd'hui dans ce que j'aurais dû ne pas vivre à travers mes ancêtres, c'est-à-dire déporter des gens vigoureux, intelligents et forts pour venir créer la croissance chez les autres et qu'aujourd'hui, comme l'a dit le ministre de la Culture hier, qu'on ne puisse pas trouver une onde de civilisation négro-africaine dans les institutions qui gouvernent ces États-là. Je crois que c'est une très bonne chose que nous en parlions ce soir. François Bikoro, on ne pouvait pas parler de du 9e congrès panafricain sans évoquer le tout premier congrès panafricain. C'était en 1900, il y a de cela plus de 100 ans aujourd'hui, sous l'impulsion de Henry Sylvester Williams, qui était originaire de Trinidad, pas très loin d'ici, et qui avait à Londres, au Royaume-Uni, porté donc cette première rencontre qui avait pu permettre d'établir les bases d'un panafricanisme qui ira grandissant et qui connaîtra donc son apogée après la Deuxième Guerre mondiale en 1945 avec bien sûr la montée en puissance même liée aussi à des mouvements comme la négritude qu'on va même un peu dénoncer plus tard mais qui aussi a contribué à ce panafricanisme-là. Alors donc aujourd'hui on va dire que c'est la continuité. Non seulement c'est la continuité mais c'est le processus parce que les étapes et les situations ne sont pas les mêmes. En 1900 à Londres, nous avions une génération d'intellectuels émancipés qui ressortissaient de ces esclaves qui avaient été déportés. Donc ils vivaient une situation de racisme et de négation de leur être. Ils devaient donc se réunir dans un pays tiers pour essayer de poser les bases de la reconnaissance, à tout le moins, de leur émancipation. Après ça, il y a eu Baltimore, il y a eu Manchester, il y a eu tellement de trucs, au point qu'aujourd'hui, le panafricanisme dont nous convoquons aujourd'hui tire justement sa ressource et les conclusions et les conséquences et les limites conceptuelles qui ont jalonné le mouvement panafricaniste depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'eux, ils l'ont fait pour asseoir leur présence dans une terre qui les avait avilis. Après, il y a eu les Kwame Nkrumah qui ont été les premiers à mettre le mot panafricanisme dans l'idéologie de gestion des après-indépendances. Et maintenant, aujourd'hui, il y a Afrique Média et tous les panafricains sont aussi, qui tiennent compte de la situation du 21e siècle. Donc, ils ont balisé la voie, ils ont mis le chemin. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le type de panafricanisme qui voudrait que les gens se déplacent nécessairement pour venir en Afrique, parce qu'il y a déjà des ponts de communication, il y a les ponts de langue, il y a les ponts d'éducation, il y a les ponts des échanges intellectuels. Ce dont nous voulons aujourd'hui, c'est que ce soit aux Amériques, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que les gens vivent l'africanité comme une culture
une culture qui leur permet la restauration de leur être en tant que dignité humaine, une culture de développement, c'est-à-dire une culture économique. Nous voulons des êtres humains aujourd'hui qui sont en Afrique, qui sont dans le monde entier, qui pensent que l'Afrique a son rôle à jouer. C'est pour cela que je pense que s'ils n'avaient pas balisé cela, parce que cette route, le chemin de retour, aujourd'hui le chemin de retour ne se fait plus à pied, il ne se fait pas par avion, il se fait par les échanges dont nous sommes en train de faire. Il faut tenir compte du fait que le monde a évolué, les politiques sont hybrides, il faut casser les schèmes de la religion qui était un pont cassé entre l'Afrique et les africanités. Il faut casser l'éducation qui était un pont cassé entre l'Afrique et les africanités, mais il ne faut pas chasser cela parce qu'aujourd'hui nous vivons tous les mêmes réalités. Il s'agit donc pour ceux qui suivent les Marcus Garvey, autres, vous et moi, de tenir compte de cette émancipation forte qui se trouve dans les jeunesses africaines, les jeunesses du monde aujourd'hui, qui sont des enfants hybrides qui peuvent rester sur place et parler à d'autres jeunes qui ont les mêmes problèmes. Il s'agit de leur recréer un monde qui tient compte du fait que l'Afrique est la mère de l'humanité. On ne veut pas recréer une Afrique comme avant la déportation, avant la colonisation, avant l'esclavage. Nous voulons un monde aujourd'hui où l'Afrique joue son rôle. Pas le rôle que l'Afrique a joué, Première et Deuxième Guerre mondiale, mais le rôle que l'Afrique doit jouer en tant que pourvoyeur d'humanité, en tant que pourvoyeur de ressources, mais surtout en tant qu'être à part entière qui permet de construire un monde meilleur. Et c'est pour cela que je pense qu'il était de bon temps que l'on vienne là où cela s'est fomenté, là où le problème se pose avec acuité. Parce que le Brésil où nous nous trouvons aujourd'hui a la majorité de sa population qui est africaine. Il y a un bon tiers de sa population est hybride, c'est-à-dire qu'ils sont africains et hors d'Afrique. Mais vous savez que dans les institutions de gouvernance de ce Brésil, comme dans les grandes institutions mondiales, les Nations Unies et autres, on trouve très peu d'Africains, j'allais dire très peu d'africanité. Il s'agit donc de reconstruire ce pont qui est un pont culturel. Et nous sommes donc venus voir comment nos frères se battent corps et âme pour le faire. Et nous pensons que la majorité des congrès de réflexion sur le mouvement d'émancipation panafricain l'ont été faits hors d'Afrique. Il est donc temps qu'au XXIe siècle, quand nous avons fait le tour de toutes les africanités, de revenir donc à la mère ressource pour que ces africanités hument le parfum de l'Afrique d'aujourd'hui. Cette Afrique qui fait face à toutes les iniquités internationales et mondiales, mais qui résiste, qui montre à la face du monde que nous avons de quelque chose. Nous voulons donc que toutes les 6 régions d'Afrique viennent donc à Lomé au Togo, qui a joué aussi un rôle dans cette africanité, dans ce panafricanisme, pour que nous, ensemble, nous puissions donc ouvrir les vannes de notre incrustation, de notre intrusion dans les organisations internationales qui pensent l'économie mondiale, qui pensent l'industrialisation, qui pensent l'éducation, qui pensent la formation. Et ce sera à Lomé, parce que Lomé est un pont, une ouverture sur le monde. Vous savez que les émancipations des jeunesses africaines ont eu lieu à Lomé pour poser les premières bases de cette Afrique qui ne veut pas qu'elle continue à la faire ployer sous le joug du néocolonialisme. Cette Afrique qui s'est retrouvée à Lomé, vous savez que le Togo a eu des gens qui ont beaucoup pensé, mais je vois le Togo ici comme le centre de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que l'Afrique de l'Ouest a eu des panafricains du XXIe siècle qui ont été incompris. Ce n'est pas vous que je vais apprendre Thomas Isidore Sankara, qui n'était pas né avant les indépendances, mais qui a cru dans ses schèmes pour suivre ce mouvement d'émancipation. Aujourd'hui, la guerre de communication est la guerre la plus importante pour qu'on puisse mettre en place l'africanité dans le monde entier, parce que l'Afrique est restée unie, l'Afrique est restée vierge, l'Afrique n'a jamais créé aucune catastrophe, ni sanitaire, ni mondiale, ni insécuritaire. Ça veut dire que l'Afrique peut être le précurseur de ce monde dont nous avons besoin, le monde de demain, et qui vous appartient. Il y a donc eu plusieurs congrès panafricains. Il y a eu le congrès de Paris, une rencontre aussi... Un très grand congrès, qui était... parce qu'il y avait tous les étudiants. Hein. Parfaitement, oui. Et qui a aussi brillé malheureusement par ses divisions. On espère que Lomé ne viendra pas aussi avec autant de divisions quand les fils et les filles d'Afrique se retrouvent entre eux pour penser le panafricanisme et penser ce que sera l'avenir de la race noire tout court. On espère que cette fois-ci, ce sera différent. La chance du sommet de Lomé, qui est différent du sommet de Paris, parce que le sommet de Paris, c'est la deuxième génération des africanités qui rentre, celle de la guerre de 39-45. Donc il y a une certaine émancipation quand les gens découvrent que tous les schèmes de mensonges cohérents qui avaient été véhiculés, soit par le livre, soit par la Bible, soit par le Coran, ce sont des schèmes qui tombent sous le coup de la réalité que ces enfants ont vécue. On les a formés non pas pour être des êtres à part entière, mais pour être des relais conceptuels et élaboratifs d'une politique qui voulait faire de l'Afrique juste le dépotoir des mauvaises choses et le réservoir des matières premières. Donc ces enfants-là, comme à Londres,
Mais maintenant, c'est une nouvelle génération qui se met en place, qui n'a pas connu l'esclavage, qui n'a pas connu tout ce qu'on a fait, la déportation, mais qui se pose la question sur sa présence en France, sur sa présence en Europe. Donc ce mouvement-là, c'est celui qui a créé donc le grand mouvement institutionnel qu'on a appelé l'Organisation de l'Unité africaine. Parce que ce mouvement a eu la chance, à travers la mise à disposition des jeunes venant de toutes les nationalités africaines dans ce qu'on appelle l'intellectuel d'intelligence. Ils ont donc posé ce mouvement parce qu'en fait, ils décident de rentrer dans leur terre natale, mais avant de rentrer, de poser les bases d'une relation qui peut exister entre le colon d'hier et l'Afrique d'aujourd'hui. Et c'est grâce à ça que les Kwame Nkrumah ont donc tiré l'essence de ce qui avait été fait à Paris pour venir réfléchir. Là-bas, c'était au plan intellectuel. Les Kwame Nkrumah ont donc pensé qu'il faut le mettre au plan politique. Parce que ce sont les erreurs que nous avons toujours faites en Afrique. Nous pensons que rien n'est global. Nous voulons toujours prendre les choses par segment. Les Kwame Nkrumah ont donc dit, si on veut changer l'Afrique, si l'Afrique doit revenir ce qu'elle est aujourd'hui, il faut qu'on incruste dans les gouvernements des indépendances qui naissent le mot panafricanisme, le mot conscience panafricaine. Parce que sortant de Paris, sortant de Londres, ils ont su qu'on ne peut pas construire une Afrique sans tenir compte de ces diasporas qui sont restés là-bas et qui n'ont pas eu la chance de revenir parce qu'elles sont anationales et n'ont pas de nationalité précise. Donc les Kwame Nkrumah en rentrant donc décident, pour ceux qui sont restés, de mettre dans leur subconscient comme une masse critique intellectuelle le fait qu'il y a l'Africain, mais il y a le panafricanisme, il y a la conscience panafricaine qui consiste à dire pour reconstruire l'Afrique aujourd'hui, et là je réponds à votre question, pour reconstruire l'Afrique aujourd'hui, on ne peut pas la reconstruire sans tenir compte du fait qu'on avait construit avant et que ça a été détruit. Donc l'Afrique dont nous convoquons aujourd'hui est une Afrique de ceux qui peuvent rester à Paris, peuvent rester à New York, peuvent rester au Cameroun, peuvent rester au Congo, peuvent rester en Afrique du Sud, mais qui sachent que dans leur gemme, ils doivent construire l'Afrique. Donc le sommet de Lomé a ceci de particulier qu'on a d'abord fait des premiers congrès, des pré-congrès, pour essayer de tirer le maximum pour qu'on n'ait pas cette division. Oui, je suis d'accord avec vous, que vous savez qu'il y a un mouvement d'émancipation aujourd'hui en Afrique qui tient compte chacun de qui l'a colonisé. Et l'Afrique de l'Ouest a montré le chemin après l'Afrique centrale dont vous avez été témoin. Je peux comprendre qu'il y aura d'autres africanités qui vont arriver, mais les pré-sommets, comme ce que l'on fait aujourd'hui, nous permettent d'évacuer tout ce qui peut nous diviser. Nous restons dans les syllogismes de ce que chacun peut comprendre. Parce que les africanités existent au Brésil, elles existent en Colombie, elles existent en France aujourd'hui. Vous avez vu la coupe des Jeux Olympiques. Vous avez dû remarquer qu'il y a une africanité culturelle-sportive. On ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Ceux qui vont venir viennent simplement pour humer la terre de la mère nature, pour poser les bases de leur retour sans déplacement physique, pour poser les bases de la construction de leur mère patrie sans qu'ils aient besoin de venir. On pourrait parler comme ça des problèmes de binationalité, des problèmes de trinationalité, de multiples nationalités, pour permettre des échanges entre ces enfants de demain. Donc le sommet de Lomé a ceci de particulier qu'il est organisé par la génération émergente dont vous faites partie. Il tire les leçons de tous les échecs que nous avons connus avant. Et les échecs n'étaient pas les échecs des Africains, mais les échecs dans notre lutte, dans notre quête d'indépendance, ont mélangé beaucoup de choses. Les Afriques sont indépendantes, elles cherchent leur souveraineté culturelle, leur souveraineté économique. Le chemin a déjà été balisé, le chemin est maintenant intellectuel, il est celui de la masse critique populaire. Et je sais qu'entre-temps, on a des masses médias comme Afrique Média, on a des chefs d'État aujourd'hui qui sont devenus un peu plus panafricanistes, donc le chemin sera plus ouvert parce qu'il sera en fait un rendez-vous du donner et du recevoir. Pas le rendez-vous du donner et du recevoir qui avait été volé à Damas et au président sénégalais Senghor, mais un rendez-vous du donner et du recevoir qui existe déjà, mais qui est facilement formalisé. Parce qu'aujourd'hui, la télévision, la radio, les réseaux sociaux permettent qu'on se retrouve ensemble, que l'on parle l'Afrique comme il faut le faire. Nous montrerons, et je termine par là, Lomé va montrer aux Africains d'Afrique à quoi ressemble un Africain qui résiste aux intempéries. J'ai vu ici au Brésil des gens à la peau typiquement noire. Et vous savez que même la mélanisation est un autre combat que nous voulons mener parce que c'est une question de culture. Si nous perdons notre mélanine, si nous perdons ce dont Dieu a mis à nous pour résister aux intempéries climatiques, on ne saura pas comment reconnaître l'Africain de demain. J'ai vu ici au Brésil, et je le dis aux Africains aujourd'hui, vous qui voulez changer de peau, vous qui voulez parler la langue qui n'est pas la vôtre, vous qui voulez danser comme les autres, vous qui voulez faire la religion des autres, j'ai trouvé des gens qui ont traversé des milliers de kilomètres sous la cale des bateaux. 10 000 ans après, ils ont gardé leur peau intacte,
ils ont gardé leur culture intacte. J'ai mangé les cultures de chez moi au Cameroun, j'ai mangé les nourritures de chez moi au Togo, j'ai mangé les nourritures de chez moi en Afrique du Sud. Nous dansons de la même manière. Si eux, dans cet environnement hostile et austère, ils ont pu garder l'identité africaine intacte, pourquoi pas nous qui avons la chance d'être restés en Afrique? Vous allez donc voir l'opportunité parce que les autres nous ont eu, parce qu'ils nous présentaient d'autres images. Omoutouné nous a dit, ces images sont subliminales. C'est pour vous faire oublier votre identité sans qu'on vous fouette. On va donc leur dire que cette femme que nous avons rencontrée ici, la première noire dans le monde entier de la déportation, de l'esclavage, de la colonisation, à être ministre. Nous l'avons vu ici. Nous voulons donc dire aux Africains, à Lomé, il faut embrasser, il faut venir vers les frères, montrer-leur le meilleur, comme l'a fait le président Obama. Vous savez qu'Obama est venu voir dans la terre de son père, parce qu'il ne comprenait pas que l'Amérique, l'Europe, l'Occident a tout donné au docteur Obama, médecin de son État, pour qu'il reste servir l'Amérique là où elle se trouve, pour qu'il garde sa femme blanche qui est la mère d'Obama. Mais le docteur Obama dit, je suis venu apprendre la médecine pour aller soigner mes frères d'Afrique. Il n'est pas question que j'y reste. Ce retour aux sources est plaisant parce qu'il ne se fait plus avec la chicotte, il ne se fait plus avec force, il se fait dans une manière bien concertée. Donc ne vous inquiétez pas, Lomé sera le centre de l'africanité, le centre des Afriques et le centre du monde. Alors, à Lomé, donc, sont attendus les Africains du monde entier et les Africains aussi issus des différentes régions du continent. C'est un sommet, cette fois-ci, qui est organisé sous l'égide de l'Union africaine et organisé par le Togo. Rappelez que la décennie dans laquelle nous vivons actuellement est la décennie qui a été au niveau de l'Union africaine dédiée à la diaspora. C'est pour cela que la diaspora était très attendue à Lomé et que le Togo, dans cette organisation, on peut le dire ainsi, a tenu à venir ici au Brésil et principalement dans l'état de Bahia qui est l'état le plus noir du Brésil, il faut le dire, même si le Brésil, on l'a dit tout à l'heure, a près de 100 millions de personnes noires. Rappelez que le Brésil finalement se présente donc comme étant le deuxième pays au monde où il y a le plus grand nombre d'Africains noirs à côté du Nigeria qui est le pays le plus peuplé du continent africain. Et donc il était important de venir ici aussi mener déjà une réflexion pour qu'on ne puisse pas avoir donc de division comme cela a été le cas notamment en 1919. Du 19 au 22 février 1919, où on avait vu des oppositions. Certains pensaient que le panafricanisme devait avant tout être un mouvement culturel. D'autres pensaient que ça devrait être un mouvement politique, avec notamment une voie de lutte qui devait permettre de mieux affirmer le noir, de faire en sorte qu'il puisse être mieux représenté dans les instances de gouvernance mondiale. Et vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, on voit que le panafricanisme a une autre définition, même si l'urgence est la même, qui est celle, quoi qu'on dise, voilà, d'un réarmement des Noirs et aussi d'une affirmation au plan mondial. Ici, on voit quand même que le Togo veut une meilleure organisation, de telle sorte qu'en arrivant à Lomé, on aplanisse déjà à partir des travaux préparatoires un certain nombre de divisions et donc au final que l'on sorte de Lomé avec ce que le ministre Robert Dussé veut comme étant une feuille de route et surtout qui sera respectée parce qu'il dit qu'il est temps de passer à l'action au-delà de la réflexion. Qu'en pensez-vous? Je ne voudrais pas faire un tort à nos prédécesseurs, mais ce qu'ils ont fait en leur temps correspondait à l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Je vous ai dit qu'en 1900 ou en 1940, 1961, 1963 avec le Kwame Nkrumah, la situation de l'Afrique était celle de la néocolonisation et de l'esclavage et surtout de l'apartheid. Et vous avez vu qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas un pays colonisé, officiellement, politiquement, en Afrique. L'apartheid est un bon souvenir ou alors un mauvais souvenir. Et nous lançons déjà les mouvements d'émancipation. Donc l'environnement dans lequel les choses vont se passer n'est pas le même. Les intellectuels du cru de leur temps étaient des intellectuels qui se sont abreuvés à l'école du colon qui était leur inquisiteur. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les intellectuels africains ou africanistes ou panafricanistes se sont uniquement abreuvés à l'école du colon. Aujourd'hui, nous avons pu nous déplacer. Nous nous connaissons tous. Nous savons qu'en France, comme aux États-Unis, comme au Cameroun, comme à New York, les gens ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. La mentalité ne peut plus être la même. Donc, je crois que le sommet, je le répète encore, le congrès qui aura lieu à Lomé, c'est un congrès qui a lieu en Afrique, parce que la moitié de nos congrès ont parlé aux gens qui nous avilissent, pour leur dire nous sommes l'humanité, nous sommes ensemble.
Maintenant que nous avons pu coaliser un certain nombre de données qui nous permettent de savoir que nous sommes ensemble, nous rentrons donc. Le défi du congrès de Lomé, c'est de construire le panafricanisme dans la mentalité des Africains, dans la mentalité de ceux qui disent qu'ils aiment l'Afrique. C'est de construire des interdépendances économiques, culturelles. Bien sûr, les autres nous ont dit qu'il suffit de faire dans le sport, dans la culture. Aujourd'hui, ce sont des données qui construisent l'échafaud, mais ce ne sont pas les maisons elles-mêmes. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, il y a très peu d'africanité, il y a très peu d'Africains qui réfléchissent comme s'ils étaient des démocrates, comme s'ils étaient des socialistes, comme s'ils étaient des capitalistes. Aujourd'hui, il y a une génération qui réfléchit comme étant des Africains qui peuvent continuer à réimposer dans le subconscient du monde entier leur manière de voir, leur manière de faire. Je crois qu'il faut beaucoup plus féliciter le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, oui, le professeur, oui. Parce qu'il est d'une génération qui est la vôtre, d'une génération hybride, d'une génération vous savez qu'ils sont très présents à l'Union africaine. Donc il nous a été d'une très grande utilité ces 10 dernières années à construire le pont institutionnel africain avec l'Union africaine. Il a permis à ce que d'une génération d'Africains sache qu'on peut construire l'Afrique en étant africain, mais en étant ouvert sur le monde. Ce sont des jeunes de notre génération, ils sont ouverts sur le monde, ils n'ont pas ce genre de problème, ils savent que la religion est un pont, mais c'est un pont qui doit être entretenu par chacun d'entre nous. Ils savent que l'école doit être reformatée, mais ils savent surtout qu'il n'y a plus de nationalité togolaise, il n'y a plus de nationalité camerounaise. Quand vous voyez ce qui se passe à l'AES, quand vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud, je crois qu'il faut rester tranquille, sauf qu'il faut être vigilant. Parce que les erreurs qui avaient été commises par ceux qui nous ont précédés, ceux qui n'étaient pas vigilants, ils étaient trop distants de la mer africaine qu'ils veulent sauver. Le sommet de Lomé, tout le monde est en Afrique, tout le monde est africain, tout le monde a l'africanité, parce qu'il y a l'africanité blanche. C'est ça que je vous ai dit, nous allons au Togo uniquement pour montrer l'homo erectus africanus 21e siècle. C'est-à-dire qu'un homme a traversé le cale de bateau pendant 2000 km. Il ne buvait pas, il ne mangeait pas, il a construit l'industrialisation américaine. Il a construit la modernité occidentale. Il est venu construire la terre d'accueil des Occidents ici au Brésil. Ils sont partis de leur terre pour venir s'installer ici. Ils ne lui ont pas donné une seule voix au chapitre dans la gestion institutionnelle. Il est resté noir, cheveux crépus. Il mange le condré, il mange le conchap. Pourquoi toi, Africain d'Afrique, qui sois resté incrusté, on se bat pour que tu aies une place dans le monde, tu changes de cheveux, tu changes de peau. Mais on ne dit pas que c'est mauvais, on leur dit simplement qu'il est possible que quelqu'un qui souffre plus que toi puisse rester lui-même. Pourquoi toi qui ne souffres pas, tu ne restes pas toi-même? Donc à Lomé, ce sont des échanges de culture, des échanges d'expérience et surtout baliser l'action. Baliser l'action, parce qu'on a déjà pris près de 200 ans de réflexion. On balise l'action, et l'action, c'est ce que vous faites au quotidien à Afrique Média. Et je termine par là. Vous savez que quand vous avez commencé votre travail, on a eu les mêmes peurs. Les gens ont même dit que vous serez assassiné, parce que c'est le pont où on a assassiné le chef d'État. Les gens ont dit qu'on va vous crucifier, vous n'allez pas avoir de visa. Mais au jour d'aujourd'hui, personne ne prononce un seul mot, même quand ils mangent, sans parler le mot pas d'Africain. La seule différence ici, c'est que certains Africains ne disent pas haut et fort que quand ils ont enseigné De Gaulle, ils peuvent enseigner Fondop. Parce que Fondop a fait la même chose que De Gaulle a fait pour son Afrique. Lui, il l'a fait pour la France. C'est ça le principal défi du sommet de Lomé. Merci beaucoup à vous, François Bikoro. On va rester ici à Salvador. Au cœur de Bahia, il faut le préciser, vous faites bien de le dire. On va donc rester ici à Salvador pour continuer à suivre ces travaux en atelier qui visent donc à définir ce qui sera la contribution de la diaspora africaine des Amériques lors du sommet donc, de Lomé qui se tient du 29 au 3 novembre prochain dans la capitale togolaise. Les Africains partiront des 4 coins du continent, également de la diaspora, pour un grand congrès qui vise ici à traiter des questions urgentes de l'heure qui doivent renforcer notre africanité, renforcer le panafricanisme, faire de ce panafricanisme-là un outil non seulement d'union, de fédération, mais également de lutte
pour que l'Africain puisse trouver une place qui soit la sienne au cœur de la modernisation ou alors de la mondialisation d'aujourd'hui qui a tendance un peu voilà, à nous ramener à une certaine époque. D'ailleurs, c'est ce qui peut justifier, le disait hier le ministre Robert Dussé, la résurgence du sentiment patriotique panafricain fort qui est la base de ce panafricanisme. Merci à vous. On va vous retrouver un peu plus tard, encore une fois de plus, François Bikoro. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Restez connectés. Nous reviendrons très très vite avec encore des invités, avec encore nos consultants maison pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces assises de Bahia ici à Salvador.